Alors peut-être vous pouvez commencer par vous présenter. Pierre-Antoine, si tu veux te présenter. Oui, bonsoir, donc Pierre-Antoine Jeannot. Je suis consultant en supply chain aujourd'hui, après 25 ans d'expérience dans des grands groupes comme L'Oréal, Materne, Montblanc et plus récemment chez FM Logistique. Et Yves de Borgard, je suis un homme de réseau tourné vers l'international et le digital. J'ai travaillé dans des petites sociétés comme Accenture, Apple et The Gartner Group. Et depuis 15 ans, j'introduis des startups à succès, ce qu'on appelle les scale-up, en Europe, avec un groupe d'une centaine de personnes dans 25 pays. Et dernièrement, j'ai rejoint Engie Impact à 100% de mon temps, bien qu'étant indépendant. Engie Impact, dont on va parler tout à l'heure en matière de transition énergétique. Voilà, donc peut-être pour commencer notre propos, donc qui porte sur la digitalisation et la greenification de la supply chain. Pourquoi est-ce qu'il faut moderniser la supply chain pour commencer? Je ne sais pas si Pierre-Antoine, tu veux prendre la parole? Alors, il y a un premier sujet qui est, je vais parler pour l'industrie des biens de consommation, qui est le consommateur. Et le consommateur aujourd'hui, c'est nous tous. Qu'est-ce qu'on veut? On veut recevoir nos produits plus rapidement, de plus en plus vite, parce qu'on est sur notre canapé, on clique sur notre tablette et on voudrait que ça sonne dans les 10 minutes à la porte pour récupérer notre paire de chaussures ou je ne sais quoi. Et la deuxième chose, c'est que si possible, on veut aussi pouvoir personnaliser nos produits. Il y a un vrai besoin qui émerge, qui est de personnaliser ce qu'on achète. Donc ça, c'est la première grosse... Bon, voilà. C'est la première grosse tendance. Le deuxième gros sujet, c'est la pression RSE qui vient des actionnaires de la société sur les industriels pour effectivement qu'ils aient une démarche beaucoup plus responsable sur ces sujets-là. Donc le consommateur et RSE. Yves. Et par ailleurs, il faut toujours garder à l'esprit l'excellence opérationnelle. Si on parle par exemple d'énergie, dans RSE il y a environnement, ou dans ESG il y a environnement en tout cas, les autres c'est social et gouvernance. L'énergie qui coûte la moins cher, c'est celle qu'on ne consomme pas. La deuxième énergie qui coûte le moins cher, c'est celle qui a été surfacturée par l'énergéticien. À peu près 5 à 10% des factures sont fausses. Il y a des erreurs de taxes, je parle du B2B, je ne parle pas de nous en tant que particulier, là ça va à peu près. Il y a des monnaies qui sont fausses, il y a des unités de valeur, des unités de mesure qui sont fausses, des onces, là il devrait y avoir des litres, des pounds, là il devrait y avoir des euros, des choses comme ça. C'est impressionnant et ça représente quelquefois des millions d'euros. Un énergéticien comme ça s'est fait réclamer 5 millions d'euros pour les 3 années qui venaient de passer. Donc c'est quand même impressionnant. Troisième point, il y a le remplacement par exemple des lampes par des LED, du cooling ou du chauffage par de la géothermie. Donc il y a un certain nombre d'éléments en termes de citoyenneté pour sauver la planète qui peuvent être faits également et qui ont une logique éventuellement vertueuse financièrement. Et puis quatrièmement, il y a de plus en plus de énergie as a service, comme on dit, c'est-à-dire on passe de CAPEX à OPEX, on se fait financer en fait par son énergéticien ou une banque, ou les deux à la fois souvent, ces changements du oil and gas au renouvelable pour faire de la mise en place de panneaux photovoltaïques, d'achat d'éoliennes en part-time, etc., etc. Et alors peut-être pour continuer là-dedans, comment on fait concrètement pour moderniser la supply chain? C'est quoi est-ce qu'il y a différentes étapes? Je continue là-dessus. Dans la supply chain, et particulièrement sur les aspects d'énergie, mais également eau, également gestion des déchets, on va prendre tous les accords de Paris, on va dire, il y a déjà ce que vous consommez directement, ce qu'on appelle le scope 1. La première partie, c'est le gaz et le pétrole que vous consommez. Ça, c'est assez facile à mesurer, il suffit de regarder ces factures, à condition qu'elles soient bonnes. Ensuite, vous avez le scope 2, c'est-à-dire l'électricité que vous achetez, qui peut être à base de renouvelables ou pas, ou en partie.
mais également le chauffage que vous achetez à l'extérieur, si vous avez des tuyaux qui arrivent directement chez vous, ou la climatisation que vous achetez à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le scope 2. Et le scope 3, ça c'est beaucoup plus large, c'est toute la supply chain en amont comme en aval, c'est-à-dire par exemple une société qui fait dans le textile, elle va acheter des mètres de tissu, il va y avoir dedans de l'énergie, de l'utilisation de l'eau, des déchets, des choses comme ça. Et puis elle va le fabriquer. Et puis en aval, elle va avoir du transport, qu'elle avait aussi en amont par ailleurs. Elle va avoir également des déchets, par exemple de plastique, de cartonnage, d'emballage, voire de recyclage de bouts de tissu non utilisés. Ça, c'est ce qu'on appelle le scope 3. Et pourquoi c'est important? Parce que dans les sociétés actuellement qui vous disent en 2035 je suis zéro carbone, il faut qu'elles calculent tout ça. Encore une fois, scope 1 et 2 c'est relativement facile, scope 3 c'est un peu plus compliqué, mais il y a des astuces dont on parlera. Très bien. Donc l'idée d'abord de collecter les données sur la consommation énergétique. Alors quels sont les autres moyens de moderniser la supply chain? Il y a deux grosses tendances. La première, c'est déjà tout ce qui est digitalisation. Il ne faut pas oublier que la supply chain a quand même peu évolué pendant 25-30 ans. Et là, on est vraiment à un gros tournant. Donc tout ce qui est typiquement pilotage, contrôle des flux, la digitalisation, l'intelligence artificielle dont parlait Emmanuel tout à l'heure, sont en train de rentrer dans ces sujets-là et on est en train d'avancer beaucoup. On parle de coronavirus aujourd'hui. Est-ce que Lustucru, Panzani, Barilla pouvaient prévoir que leur vente allait augmenter d'une manière extraordinaire? Alors, pour eux, c'est une bonne opération, mais si tant est qu'elle a été prévue en avance et que la production a eu lieu, est-ce qu'eux ont eu des signes avant-coureurs de ces futurs stockages des consommateurs? C'est quelque chose que l'intelligence artificielle peut aider à déceler aujourd'hui. Il y a tout ce qui va tourner autour de la dématérialisation des relations entre les acteurs. Donc aujourd'hui, un transporteur, une livraison, elle s'accompagne d'une liasse plus ou moins épaisse suivant les pays de documents papier. Petit à petit, on passe à de l'électronique, on fait de la facturation électronique aussi, ce genre de sujet. On a la blockchain qui arrive aussi, on en parlait, c'était le sujet du moment il y a quelques années. Ça rentre aussi petit à petit dans l'industrie, dans la supply chain pour sécuriser les données essentiellement. Et donc c'est un gage de confiance entre acteurs de la supply. Et puis il y a des outils, on parlait tout à l'heure d'IoT, on a des drones qui rentrent dans les entrepôts, on commence à parler effectivement de livraison automatisée par des robots, etc. Donc ça c'est des sujets qui sont pas pour tout de suite, mais qui vont arriver effectivement dans les 2, 3, 5 ans qui viennent. Donc ça c'est la première grosse tendance. La deuxième grosse tendance, c'est que l'omnicanal arrive partout. Et donc ça veut dire que la supply chain elle rentre dans les magasins maintenant, parce qu'il faut être capable de piloter proprement les stocks dans les magasins. Quand vous arrivez pour acheter une paire de chaussures dans le Nike Store, si vous n'avez pas votre pointure, on va vous proposer de vous livrer chez vous ou de faire livrer dans le magasin pour que vous repassiez, ou on va vous dire que dans le magasin qui est à 2 km, il y a cette paire de chaussures dans la bonne pointure pour vous. Tout ça, ça nécessite d'avoir une supply chain qui soit entièrement connectée. Donc ça, c'est des vrais sujets pour demain. Et puis bon, la livraison du dernier kilomètre, qui est un sujet récurrent, avec effectivement, qu'est-ce qu'on imagine pour demain pour livrer mieux, plus vite, plus propre, dans les centres-villes en particulier. Et ce qui nous amène au sujet suivant, puisque tu disais qu'en 25 ans, la supply chain avait peu évolué. Alors, quels sont les défis pour l'avenir, les défis de l'avenir auxquels la supply chain doit faire face? Pour continuer sur le sujet, le premier gros défi, c'est effectivement tout ce qui concerne la livraison du dernier kilomètre. Aujourd'hui, c'est un peu l'anarchie entre tous les différents acteurs, qu'ils soient nationaux, internationaux ou locaux.
Donc il y a vraiment toute une réflexion autour de la livraison urbaine à mener, clairement, avec un souci d'améliorer la qualité de service, parce qu'on a tous reçu à un moment ou à un autre un colis qui a été rentré au forceps dans notre boîte aux lettres, et évidemment c'était quelque chose qui était fragile, qu'il ne fallait pas casser en deux. Voilà. Donc ça c'est un vrai sujet. Et après il y a toute une problématique RSE. Parce que les gens qui livrent ont aussi des conditions de travail qui ne sont pas forcément super sexy, et il y a un vrai sujet d'amélioration là-dessus, si tant est que le consommateur accepte de payer une livraison. Et après, il y a toute la dynamique RSE, effectivement, avec des problématiques de remplissage de camions, d'optimisation des kilomètres parcourus justement par ces camions. Il y a un vrai sujet sur le changement des moyens de transport. Donc aujourd'hui, on livre le centre-ville de Paris en camion gasoil, l'électrique, l'hydrogène demain, le GNV qui est déjà disponible aujourd'hui, gaz naturel. Et puis il y a un peu plus en amont, il y a tout ce qui concerne les achats responsables, et puis une réflexion autour des packaging, parce qu'aujourd'hui on met du plastique, on fait de l'emballage, du suremballage, voire du suremballage, et aujourd'hui les industriels vraiment ont une réflexion pour réduire tous ces consommables qui sont plus ou moins recyclés, recyclables. Donc c'est une vraie démarche RSE à avoir. Donc taux de remplissage des camions, dernier kilomètre et les éléments de RSE. Est-ce qu'il y a d'autres défis, Yves ? Souvent, lorsqu'on a un projet, on regarde le prix, on regarde le temps qu'on va mettre à réaliser ce projet, et puis on a des indicateurs de qualité. Et c'est très difficile d'avoir à la fois le meilleur prix, la meilleure vitesse de réalisation et la meilleure qualité. Il faut en général abandonner un des trois ou minimiser un des trois. C'est souvent la qualité jusqu'à présent qui passait à l'as. C'est une tendance quand même assez forte, c'est l'image de marque de la société. Et il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui ont du mal à conserver leurs employés ou à recruter par exemple des ingénieurs. Je crois que Polytechnique a fait quelque chose dans cette direction, du moins ses étudiants, en disant n'allez pas là, parce que ce sont des mauvais en matière de RSE, ce sont des pollueurs, etc. Donc c'est des tendances quand même assez fortes. Donc il y a des Greta à tous les niveaux, avec tous les diplômes possibles. Et donc en définitive, comment prendre en compte cette qualité et faire en sorte qu'on puisse peut-être augmenter un peu ses marges et ses prix, mais pas au détriment de la qualité, bien au contraire, et être capable de vendre mieux avec une meilleure image de marque et communiquer là-dessus. Donc ça, je pense qu'il y a un aspect, je crois que vous êtes beaucoup dans le marketing, qui est très important, c'est effectivement à la fois pour l'image de la société, l'image des produits, l'image des services, être capable de dire que vous êtes vertueux dans votre société, communiquer là-dessus. Et ça, je pense que c'est un travail qui n'est pas d'ailleurs au niveau du marketing, mais au niveau de la direction générale, parce que ça implique aussi bien le CMO que le CSO, c'est-à-dire Chief Sustainability Officer, le CFO évidemment, et puis un peu toute l'équipe, y compris la DRH, pour faire en sorte que tout ce beau monde soit embarqué dans la même chose, dans le même impact, on va dire, sur la société, ses clients et ses fournisseurs. Très bien. Donc, ce que je retiens, c'est que la supply chain a peu évolué dans le passé, mais qu'elle est promise à un grand avenir avec plein de bouleversements en cours. Donc, merci pour vos témoignages et merci d'être venu ce soir. Et donc, merci à Microsoft, merci à Dassault Systèmes de soutenir toutes ces conférences sur la Smart Industry. Et maintenant, on va passer au cocktail et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez aux différents intervenants. Merci. Merci.